à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci de suivre le forum de la rédaction Suédoine Télévision. Pas de crise au sein de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, comme bien sûr les rumeurs l'ont stipulé tout au long de la semaine. Le sujet sera décortiqué sur cette émission, et bien sûr du forum de la rédaction UDBN, affaire UDBN que comprend. Nous avons sur ce plateau Julien Kitty, responsable de la cellule de communication. En face de lui, Arnaud Mouriagua, journaliste à Eden Télévision, Diaspora FM, pour décortiquer le sujet. D'autres sujets également au rendez-vous. Bien sûr, le porte-parole de l'USL a été obligé d'adresser des messages d'excuses, et bien sûr à la classe politique et surtout aux militaires, à réaffirmer sa position, son appartenance à l'opposition, après avoir quand même participé à une manifestation organisée par un leader de la mouvance. Est-il obligé de faire? Est-ce que cela ne montre pas aussi d'autres situations beaucoup plus poussées en matière de la collaboration, en matière des relations au niveau de la classe politique? Or, politique, puisque si nous participons quand même à une manifestation d'une personnalité politique ou autre, quelles sont les conséquences, j'allais dire, sur le militantisme? Nous aurons à en parler également au cours de cette émission, sans oublier aussi le sujet qui a fait la une de l'actualité internationale sur le continent, les attaques xénophobes en Afrique du Sud et la réponse au Nigeria. Vous savez très bien, après et bien sûr ces attaques entre lundi et mardi, 7 morts à Johannesburg, il y a eu donc la réaction, la colère au Nigeria, des représailles contre le commerce sud-africain au Nigeria. Le sujet également sera donc au cœur du forum de la rédaction. C'est parti pour le grand débat de la rédaction. Jules Léon Kitty, bonjour. Bonjour, Corneille Aïssé. Vous êtes le responsable de la cellule de communication de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Alors, vous êtes sur ce plateau pour quand même décortiquer l'actualité politique nationale et internationale avec nous. Nous allons justement commencer par le sujet qui a fait le tour de l'actualité lundi, mardi, mercredi et même ça continue d'ailleurs au sein de l'UDBN. Qu'est-ce qui se passe réellement? Merci pour l'invitation. J'avoue que l'UDBN, les responsables de l'UDBN auraient même aimé que ce sujet ne cristallise pas les attentions à ce point, parce que pour eux, c'est de l'ordre normal des choses que dans le fonctionnement d'une organisation, s'il y a certains membres qui se mettent en conflit avec les tests qui régissent l'organisation et qui régissent cette catégorie d'organisation dans notre société, dans la République du Bénin, que ces personnes puissent être sanctionnées à la hauteur de leur forfaiture. Dans le cas d'espèce, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une décision portant radiation de 4 militants de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui se sont montrés indélicats au regard des tests du parti et au regard des exigences de la nouvelle charte des partis politiques. Je me fais plus concret en disant, il y a plusieurs mois derrière, ces mises en cause, notamment les 4 dont on a cité les noms dans la décision, le sieur Igor Alignon Bokor, Modeste Onidje, Gabriel Aodi et Olga Aïnan, qui ont, pendant qu'ils se disaient toujours membres de l'UDBN, se permettaient de mener des activités sous des couleurs, d'autres couleurs politiques. Moi, honnêtement, dans aucun coin du monde, dans aucune formation politique, dans les 4 coins du monde, ce n'est possible. Parce que c'est même une question de logique. Ensuite, comme il y a de trahison, c'est bien cela. Oui, c'est une question de logique que de ne pas faire ça. D'accord? Donc, vous faites bien de dire, ça c'est un acte de trahison manifeste. On n'a même pas besoin de réfléchir pour le savoir. Deuxième chose, de leurs agissements de quartier en quartier auprès des militants, auprès d'autres militants convaincus du parti, eux, c'est faire croire, leur credo, c'était de faire croire à ces militants que l'UDBN n'aurait plus jamais ces papiers pour exister juridiquement dans la République du Bénin, que l'UDBN, c'est un parti qui n'a plus de poids. Quand vous-même, vous mettez au travers des tests qui régissent votre famille politique, ensuite, vous allez vers les autres militants pour leur raconter des choses qui n'existent pas. Parce que
ils ont été désagréablement surpris de constater que l'UDBN a fait toutes les démarches et a eu finalement son récépissé définitif. Donc le parti existe régulièrement en République du Bénin. Alors à ce niveau, s'ils avaient un peu de pudeur, un peu de crédibilité, ils devraient se dire « Ah, mais notre entreprise machiavélique, là, notre entreprise malsaine n'a pas prospéré. Arrêtons !» Parce qu'on nous chante à l'église que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais ils ont continué. Maintenant, dit des choses, montrer de l'ingratitude et puis de la désinvolture vis-à-vis des responsables du parti, de la présidente et des membres du bureau et d'autres personnes, alors que ceux-là, par le passé, et ça pose un problème de morale, ceux-là, par le passé, vous ont fait la concession de vous mettre dans des positions données. Le sieur Igor Alignon-Bouko, il a été permis d'être suppléant de la présidente, ce qui lui a, aux dernières élections communales, ce qui lui a permis de siéger au conseil communal d'Abomey-Calavi. Même quand vous estimez qu'il y a des situations, selon vous, qui vous dérangent au sein de votre famille politique, il y a des démarches que vous menez, d'accord? Des démarches régulières pour que vous puissiez vous faire entendre. Vous ne le faites pas. Le comble, M. Aïssé, c'est que les mises en cause ne déposent aucune démission. Mais c'est là. D'accord? Attendez, ils ne déposent aucune démission au parti. Mais les membres du bureau exécutif national du parti, ayant atteint les limites de leur indulgence, de leur patience vis-à-vis de ces personnes-là, soucieux de faire un parti aujourd'hui suffisamment crédible pour que la masse de personnes qui sont en train d'adhérer au parti puisse se dire nous sommes dans une famille crédible, eh bien, la radiation, le bureau a décidé de la radiation de ces 4 membres-là. Pour moi, il ne devrait pas avoir de problème, puisque les gens se comportaient déjà comme s'ils n'étaient plus dans le parti. Ils ne devraient même pas imaginer qu'ils sont encore fondés à dire même qu'ils démissionnent. Parce que vous démissionnez d'un parti que de par vos comportements, vous avez déjà tacitement quitté. Honnêtement, il y a tellement d'incongruités dans cette affaire. Et le comble du ridicule, c'est que on voit la décision de radiation, au lieu d'en prendre acte et de continuer son chemin, on fabrique une lettre pour dire qu'on a démissionné et on met sur la liste de supposés démissionnaires des gens qui sont inconnus, des gens qui n'étaient plus membres du parti, des gens qui n'ont jamais été membres du parti. Honnêtement, ça fait ils ont réussi le triste exploit d'aligner des incongruités. Et ça, tout cela a permis aux militants et militants de l'UDBN de comprendre que le bureau exécutif national et la présidente du parti, l'honorable Claudine Prudencio, étaient fondés, avaient bien fait de les radier, et ça devrait me m'être fait plus tôt. Ce n'est que ça qui s'est passé. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas malaise à l'UDBN. Dans toute organisation, des actes comme ça se prennent. Et ceux qui se mettent au travers de ces dispositions, des dispositions qui résistent à la formation, savent qu'ils vont subir ce genre de sanctions. Donc pour moi, il n'est pas question de crise. C'est un parti très sérieux et qui a tellement de grandes ambitions qu'il n'est pas utile de continuer à traîner sur ça. Tout ce que l'UDBN est en train de dire depuis, tout ce que la cellule de communication de l'UDBN a eu à diffuser comme information, c'est simplement à titre de clarification. Et c'est pourquoi j'ai accepté votre invitation également pour venir vous dire voilà ce qui s'est passé et que les gens comprennent ça et que la vie continue. Donc on comprend désormais que c'est tout à fait clair. Il n'y a aucun document officiel qui atteste de ce que ce groupe-là, ces 4 personnes ont effectivement démissionné. Le seul document officiel, selon vos propos, c'est bien sûr l'acte de radiation. Monsieur Corneille Aïssé, j'ai coutume de dire à qui veut m'entendre que je n'ai pas reçu l'éducation de cautionner du faux. Je n'ai pas reçu l'éducation de dire ce qui me dérange devant le tribunal de ma conscience. À l'heure où je vous parle, et je vous parle en toute connaissance de cause, il n'y a pas trace d'une lettre de démission au secrétariat de l'UDBN. Il n'y en avait pas au moment où la décision de radiation a été prise et rendue publique.
Il n'y en a pas à l'heure où je vous parle. Et la logique recommandait même qu'il ne puisse en avoir parce que ces gens-là ne sont pas qualifiés pour le faire. Maintenant, s'il avait encore fait, avant de dire nous avons démissionné, au moins, on dirait qu'ils connaissent au moins les textes qui régissent leur parti. Pour des gens qui disent dans leur supposée lettre de démission qu'ils ont sorti après coup, après avoir été radiés, mais ils ont gaillardement dit dedans que depuis 10 ans, ils sont dans ce parti. Honnêtement, quand vous dites que vous appartenez à une organisation depuis 10 ans et que vous ne connaissez pas le minimum des tests et normes qui régissent ce parti, ça veut dire que vous étiez un problème pour le parti. Et des gens comme ça, pour plusieurs raisons, méritaient donc depuis très longtemps d'être éjectés du parti. Heureusement que toutes les tentatives dont ils ont fait montre depuis des mois et la patience que le bureau exécutif national aussi a eue avec la présidente, tout ça a permis de voir leurs limites. Ils n'ont pas été capables d'empêcher les militants de l'UDBN, les vrais, de rester. Très bien. Donc cela montre également le poids qui est négligeable. C'est vrai que tout parti politique, l'honnêteté intellectuelle veut que je vous dise, tout parti politique veut que même le dernier militant, même lui seul, qui puisse rester. D'accord ? Pour que d'autres s'y ajoutent, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais si le militant, là, il est aussi petit soit-il, dans son petit périmètre d'influence, le pas qu'il pose, ce qu'il dit tous les jours, c'est contraire au test. Si vous ne l'éjectez pas, si vous continuez au nom de la patience, de l'indulgence, à le laisser, les autres membres qui respectent les tests vont vous dire, mais pourquoi vous devez laisser des gens de cet acabit avoir pignon sur rue, alors que nous, qui respectons les tests, vous nous imposez toujours de continuer à respecter les tests. Et les exigences de la nouvelle charte des partis politiques demandent à ce que les partis qui ont le mérite d'être reconnus comme l'UDBN aujourd'hui puissent respecter ces dispositions-là. Et la présidente de l'UDBN et le bureau exécutif national ne sont pas prêts à entrer dans le gouffre de la violation des tests. Voilà ce qui a été fait. D'accord, merci M. Kitty. Alors, nous savons à Moriago que l'affaire a pris d'autres tournures, surtout dans la presse, une certaine récupération, beaucoup de polémiques autour. Alors, comment peut-on comprendre quand même qu'une décision de radiation militant indélicat puisse susciter autant d'agitation? On ne doit pas être surpris par les réactions que nous observons à travers les publications à la une des journaux, les bandes défilantes sur certains organes. On ne doit pas être surpris. Puisque au départ, qu'ils vous souviennent que pour beaucoup de gens, l'UDBN était venu à son enterrement. Ça dit que, je voudrais dire, l'UDBN a atteint un niveau où on pouvait enterrer le parti politique. Et donc, lorsque on parle de récépissé ou de certificat de conformité, et on voit que l'UDBN est cité parmi ces partis-là qui n'ont pas pu obtenir ce sésame, il faut comprendre que des gens étaient tapis dans l'ombre et étaient contents, applaudissaient, étaient donc contents de voir que vraiment désormais on ne peut plus citer ce parti politique sur l'échiquier national. Donc ces personnes-là, je vais faire rapidement un lien avec déjà ces personnes du parti qui ont tissé dans l'ombre d'autres liens avec d'autres partis politiques. Et ces personnes-là aussi ont manqué un peu de conviction. Parce qu'en fait, ça montre clairement dans cette analyse que je voudrais faire que c'est des gens qui étaient ensemble avec le parti politique et malgré ces nombres d'années passées avec le parti, ont manqué de conviction, d'objectif et surtout de persévérance et d'espoir. Parce que tout laisse croire que ces personnes ne visaient que toutes ces années leur intérêt. C'est des militants qui ne visaient que leur intérêt au sein du parti.
où est-ce qu'ils pouvaient trouver leur intérêt, qu'est-ce que ça pouvait leur profiter, ce parti. Et donc, ne voyaient pas l'avenir du parti. Ils savaient que dès que ça allait être un peu obscur, eux, ils vont se retirer. Oui, toute personne, même si c'est des individus, vous traversez des moments, il arrive de traverser des moments sombres. Et donc, pendant ces moments-là, ces personnes ont trop tôt fait de penser que tout était fini pour l'UDBN. Et donc, avec sa présidente et tous ceux qui l'entouraient, donc, la persévérance et l'objectivité ont fait qu'aujourd'hui, vous avez vu, l'UDBN a donc obtenu son récépissé, et donc définitif, et se fait citer parmi les rares partis politiques qui ont droit de citer aujourd'hui au Bénin. Alors, et derrière ça, comment devraient se sentir ces personnes-là, les adversaires politiques de ce parti politique? Ça ne surprend pas. Donc, ce fut une occasion, cette radiation de ces militants qui jouaient au double jeu, ce fut une occasion pour ces personnes tapis dans l'ombre qui sont contre l'UDBN de saisir l'opportunité pour tirer à boulet rouge sur le parti, pour montrer que il y a problème, il y a malaise au sein du parti. Sinon, on ne peut pas parler de radiation et que subitement, on vient voir le lendemain afficher malaise au sein de l'UDBN, crise au sein de l'UDBN, 12 démissions. Alors qu'on parle de radiation, on parle de 4 personnes radiées, mais de l'autre côté, on voit 12 démissions. Vraiment, je pense quand même que le moment est mal trouvé quand même pour ces attaques, comment je vais les appeler, attaques stériles de l'UDBN. Heureusement que le parti a une cellule de communication assez outillée pour contrer ces attaques. Donc je pense quand même que cela n'honore pas du tout et il va falloir une fois encore que les militants de nos partis politiques au Bénin puissent savoir que dans un parti, on a des convictions, on a des objectifs. On ne milite pas dans un parti pour voir seulement ses intérêts, mais pour une vision globale du parti. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Et l'engagement, voilà. Alors, M. Kitty, vous qui êtes au cœur des informations, renseignements au sein de l'UDBN, alors, comment expliquer cette réaction de ce groupe de militants qui tente de faire croire autre chose à l'opinion publique nationale? Bon, je vais vous dire que je ne sais pas, je vais peut-être vous surprendre. Moi, au départ, j'ai dit, mais attendez, ces gens-là, ils ont quel souci? Ils sont dans une dynamique machiavélique. Il faut pouvoir leur montrer que il faut bien plus que ça pour ébranler l'UDBN. Il faut leur montrer qu'ils ont l'UDBN et ses dirigeants, et particulièrement l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, n'est pas né de la dernière pluie en matière de politique. Ils le savent très bien. Alors, mais après, je me suis dit, bon, ok, prenons du recul, essayons de les comprendre. Ils ont quel souci? Parce que quelqu'un qui est doté de jugeote, à la limite, et qui se comporte de façon tellement incongrue, il faut avoir la froideur nécessaire aussi pour chercher à comprendre ce qui lui arrive. Moi, je vais vous dire ce que j'ai compris de ce qui lui arrive. Vous voyez, vous n'avez pas un poids assez solide dans une organisation, un parti politique, comme c'est le cas de l'UDBN. Vous décidez, parce que vous êtes à l'origine dépourvu de conviction, comme Maurice l'a dit, vous avez pour sport favori d'être politiquement inconstant, parce que l'histoire politique de ces personnes renseigne à cet effet. Ensuite, parce que votre parti politique était engagé dans un processus, certes difficile, mais exaltant, et donnant l'opportunité à de vrais leaders de prouver qu'ils ont de la conviction, vous cherchez des solutions de facilité. Vous allez vers d'autres chapelles politiques. Je ne sais pas si on les avait contraints de dire, tout en étant là-bas, sans avoir démissionné, montrez que vous êtes avec nous, montrez que vous mouillez le maillot.
Donc, ils commettent l'erreur. Ils font montre d'une ignorance notoire en s'affichant sous d'autres couleurs. Mais ils refusent de réfléchir au point de ne pas savoir que, une fois qu'ils décident de s'afficher sous d'autres couleurs, ils se sont exclus eux-mêmes de leur formation politique. Alors, ils se rendent compte certainement que ceux vers qui ils vont les regardent à juste titre comme des gens, un groupe qui vient leur vendre du vent. Ensuite, comme on traite, et on les traite comme on traite de bons ouvriers de la 25e heure. Qu'est-ce qu'il y a à faire alors? Il faut continuer de dire que tout compte fait, la formation politique d'où nous venons n'existera plus. Nous avons la possibilité d'amener tous ceux qui étaient dans ce parti-là. D'où le acharnement à être sur le terrain pour aborder les gens, pour dire non, venez avec nous, venez avec nous. Les gens qui sont convaincus disent non, notre parti s'apprête à avoir ses papiers. Nos dirigeants nous ont dit qu'on aura nos papiers. Ils disent non, comme s'ils sont dans le secret des dieux. Mais voilà que les autres ont été endurants. Mais quand le papier est obtenu, le récépissé définitif est obtenu, honnêtement, si vous êtes à leur place et vous êtes dans une démarche aussi basse, des besognes comme ça, vous êtes ébranlé. Puisque, qu'est-ce que vous irez dire encore aux gens? Les militants convaincus vont vous dire, bon, vous nous avez dit qu'on ne peut pas avoir nos papiers. Voilà que notre parti a notre papier. Nous sommes fiers. Et ces militants étaient nombreux depuis à les dénoncer pour dire, nous qui avons été fermes, avons été loyaux, nous n'allons pas admettre, chers dirigeants, que vous mainteniez ces personnes-là dans le parti. La présidente du parti et le bureau exécutif national avaient cette forte pression-là. Je vous ai dit, c'est pendant des mois. Très bien. On n'a pas besoin de plusieurs jours pour sanctionner des gens comme ça, mais on a attendu pendant des mois. Des gens leur ont parlé sagement en coulisses pour leur dire, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Bon, maintenant que, pendant qu'ils se battent comme de beaux diables pour se faire valoir, pendant que l'obtention du récépissé définitif de l'UDBN vient les éclabousser, ils se disent, ah, il faut qu'on fasse davantage de tapage. Entre-temps, la décision de radiation tombe avec une base juridique correcte. Donc, dans l'opinion, ils sont enterrés. À partir de ce moment, le message de crédibilité, le message d'assurance que le bureau exécutif national, avec la présidente Prudencio à sa tête, est en train de lancer à ses militants pour dire « Nous vous avons entendu. L'opération de salubrité, d'assainissement, nous l'avons amorcée. Soyez fiers de votre parti. » Ceux qui sont en train de venir en vague, ils se disent « Ah oui, nous rentrons dans une maison correcte. Dans cette condition, c'est normal que en mode dernier soubresaut de cible qui agonise, qui veuille brouiller le message de crédibilité et d'assurance envoyée. C'est ça ce qui les amène, certainement, à chercher à faire de la diversion, à chercher à monter des choses, à sortir une lettre. Et ils sont obligés de faire la liste, d'accord, et à la va-vite. Maintenant, s'ils s'arrêtaient à ces quatre-là seulement, déjà radiés, et celui qui est radié ne peut pas démissionner, vous le savez, vous demandez à votre enfant, il n'a pas besoin de grandir avant de savoir que ce n'est pas possible. Ensuite, précipitamment, ils vont chercher n'importe qui. Ça, je préfère parler comme ça. Et ce n'est pas pour être méchant. Je vous ai dit les 3 catégories de personnes qui sont allées chercher pour grossir le nombre. Ils ont cherché des gens qui ne sont pas dans l'UDBN. Ils ont cherché des gens qui sont anciens membres déjà radiés, exclus de l'ancien UDBN. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. Ça veut dire que même l'UDBN qui est rené là, au regard à la lumière de la nouvelle charte des partis politiques là, il y a des gens qui sont sur cette liste de signataires là, qui ne sont même pas membres fondateurs de ça. Donc,
on les amène à démissionner d'une formation à laquelle ils n'appartiennent pas. Et après, d'autres personnes qui ne sont pas du tout membres. Donc, honnêtement, voilà ce qui s'est passé. Moi, chaque fois que, depuis que cette affaire est arrivée, quand je dors, je dis, bon, c'est des gens, c'est des personnes humaines quand même. Comment ils ont réfléchi? Donc, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, quand j'ai fini d'analyser ça, je me dis, c'est quand même malheureux. Parce que, quand on dit chaque fois, il faut faire confiance à la jeunesse, dans l'animation de la vie publique, dans l'animation de la vie politique, si c'est des exemples comme ça que nous devons avoir sur la scène politique, ce n'est pas normal. Et j'ai compris que c'était bien que le chef de l'État, Patrice Talon, engage, donne de l'impulsion à cette réforme du système partisan. Si vous lisez bien la nouvelle charte des partis politiques, il n'y a plus de place pour des militants de cet acabit. Les transhumants. Non. Il reste un travail à faire. Il faudrait régler le problème. Je reviens un peu sur. Colonel Yaïssé, si vous le permettez, il faudrait régler définitivement le problème de la transhumance. Oui. Ou du moins des militants transhumants. Oui, d'un parti à un autre. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, être dans un parti. Le lendemain matin, vous êtes dans un autre. Voilà. Et tout cela sans base juridique, sans rien. Non. Et le fonctionnement d'un parti est réglé. Est-ce que vous savez ce que les gens ne disent pas? L'équipe dirigeante du parti UDBN pouvait être même... On pouvait se plaindre de cette équipe si elle continuait à ne pas sanctionner ces personnes-là. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement une question de logique. Les tests le disent. Mais il y a quand même une question qui peut vous paraître un peu bizarre. Justement, au niveau de l'UDBN, la décision de radiation, est-ce que ça ne reste pas une affaire interne du parti? Est-ce qu'on avait besoin forcément de médiatiser cela? Parce que tout est parti. Rappelez-vous que c'est juste après le communiqué qu'il y a eu justement cette brèche que ce groupe a pu récupérer pour pouvoir déstabiliser ou essayer. Alors, est-ce que ça ne reste pas une affaire purement interne et qu'on règle en famille et que bon, ça passe? Est-ce que vous ne trouvez peut-être pas que c'est des récupérations faites de l'affaire aussi par la presse aussi, quelque part, le parti est tombé dans son propre piège? Non, je pense qu'il faut séparer les choses. La récupération faite par une certaine presse, c'est autre chose. Et nous connaissons ça. Bon, il a dit tout à l'heure, nous connaissons ça. Nous le connaissons, nous connaissons même la partie cachée de l'iceberg. Nous le connaissons. Et c'est quoi concrètement? Non, je peux vous dire, permettez-moi. Non, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça fait bien plus que 20 ans que je dis mes vérités à la classe politique. D'accord? Alors, pour d'abord répondre à votre question, à savoir pourquoi c'était nécessaire que cette décision de radiation se retrouve dans le public. C'est d'abord une décision qui a été prise par le bureau exécutif national, signée de la présidente du parti à l'encontre de 4 militants indélicats, d'accord, qui faisaient de la peine à la psychologie de beaucoup de militants. Ils se disaient, mais pourquoi on continuait à laisser ces personnes-là parmi nous, alors que nous avons pris la peine de respecter les tests. Il fallait informer les militants. Et il y a les canaux d'information des militants. D'accord? La décision de radiation a été portée à la connaissance des militants par les canaux d'information des militants de l'UDBN. Mais les frustrations que ces militants ont vécues pendant des mois à voir ces personnes-là agir de cette façon contre les intérêts de leur parti. Mais chaque militant réagit à sa manière. Et donc, chaque militant, certainement, dans son périmètre d'influence, avait envie de faire savoir à tous ceux qui le rencontraient dans les rues pour dire, vous dites que vous êtes un parti accroché au respect des tests. Voilà comment les gens se comportent. Des gens viennent nous voir pour dire qu'il ne faut pas aller à l'UDBN parce que l'UDBN est ci et ça. Et donc, ils apportent cette preuve-là. Aujourd'hui, vous êtes spécialiste de la communication, comme moi, de l'information et de la communication. Vous savez qu'aujourd'hui, l'information, ça va très, très vite. Avec les réseaux sociaux. L'information, c'est pratiquement le pouvoir aussi aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est comme ça que cette décision s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et il n'y a rien de surprenant cela. Vous avez vu beaucoup d'événements dans le Bénin politique depuis quelque temps.
où dès que certains dirigeants ou bien certains leaders pensent que c'est en vase clos, c'est vite fait. Donc ça, les militants ont fait de cette décision de radiation leur affaire. Le document qui leur permettait de retrouver cette fierté, cette assurance que leurs dirigeants, les dirigeants du parti, ne sont pas restés sourds à leur pression pour dire « sortez de nos rangs ceux-là qui vont comme un cancer gangréner notre parti, nous emmerder tous les jours. Parce que nous voulons avoir la fierté de leur dire « écoutez, allez faire vos armes là où on se comporte comme dans une pétaudière. » Ici, ce n'est pas la cour du roi Péto. Et donc, c'est comme ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, moi, je les appelle aujourd'hui avec beaucoup d'élégance les nouveaux médias. Ah oui, les médias classiques se nourrissent de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, quitte à vérifier que c'est authentique. Et au niveau de la cellule de communication de l'UDBN, vous n'allez pas nous reprocher de donner l'information aux gens. Quand les gens nous disent, moi je ne peux pas vous dire le nombre de messages que j'ai reçus de gens que je respecte beaucoup, même des activistes, des plus sérieux que je connais, qui me disaient, mais dites-nous, M. Kitty, d'émissions, radiation, d'abord est-ce que le document est authentique, ça vient de l'UDBN. Vous comprenez que je puisse le dire oui. Ensuite, d'émissions, radiation, comment tout ça, on ne comprend rien, c'est un véritable cafouillis. Il faut expliquer. Et vous allez constater que... de pouvoir quand même informer. Voilà, vous allez constater que 24 heures après, donc, que cette décision de radiation a été rendue publique, d'accord, soit tombée dans le public, il y a eu, avant la fin des 48 heures, une note explicative, d'accord, de la cellule de communication qui restitue le contexte, qui restitue le sens et la portée de l'acte juridique pris et qui rappelle les motivations, d'accord, de cette décision-là et qui rassure que c'est un acte ordinaire. Et je le répète, et ça, que ceux qui veulent récupérer pour le temps qu'ils veulent, sous les formes qu'ils veulent, qui se le tiennent pour dit, l'UDBN ne fera pas de ça sa tasse de thé. L'UDBN ne tombera pas dans ce piège. Il y a des ficelles dans l'ombre contre l'UDBN, c'est bien cela, vous voulez dire? Oui, il y a longtemps, je vais vous surprendre, il y a longtemps que les dirigeants, moi qui vous parle, je ne suis même pas la voix autorisée pour vous dire que les dirigeants de l'UDBN ont vécu bien plus que ça. Ah oui, l'histoire politique du Bénin le montre, hein, ils en ont vu d'autres. Donc, les dirigeants de l'UDBN ne sont pas dupes. Ils savent que leur existence, l'obtention de l'existence juridique là, dérange des gens. Mais ça dérange qui? Ça dérange qui? Non, mais attendez. Ça dérange qui? Les réactions que vous avez... officiellement, non, en dehors des deux partis reconnus de la mouvance, il y a l'UDBN, officiellement, qui n'est pas de l'opposition. Oui. Alors, logiquement, on comprend qu'on ne devrait pas avoir autant d'ennemis. Oui, mais on ne devrait pas avoir au sein de autant l'UDBN, d'ennemis. justement. Moi, je ne vous désigne pas un ennemi. Et un ennemi, il n'est pas toujours la caricature la plus évidente que vous voyez quand vous faites votre analyse au premier degré. Chaque ennemi tapis dans l'ombre sait particulièrement et spécifiquement pourquoi il a intérêt à vous détruire. Maintenant, quand il se multiplie, vous devez avoir comme information, comme interprétation, que vous êtes important. Parce que, dites-vous, il a été vrai depuis la nuit des temps qu'on ne lance la pierre qu'à un arbre qui porte des fruits. Vous êtes d'accord? Donc, si l'UDBN reçoit des attaques, c'est parce que l'UDBN est important. C'est parce que l'UDBN, les gens connaissent les capacités de mobilisation. Les gens savent que les militants de l'UDBN sont, comme on le dit en football, de véritables renards de surface. Et que dans les jours, semaines et mois à venir, les militants de l'UDBN vont marquer leur territoire dans les 77 communes du Bénin, voilà, dans tous les arrondissements, les quartiers et villages de notre pays. Et nous avons en face, sous peu, un test grandeur nature. Ce sont les élections municipales, communales et locales. À partir de là, les militants de l'UDBN ne doivent pas perdre leur temps dans ça. Et ceux qui tentent de les distraire savent que sur le terrain, ils vont être battus. Voilà. Du coup, vous allez voir que l'UDBN sera sur le terrain du concret, sera sur le terrain de la mobilisation, des actions concrètes pour montrer à la population
surtout aux jeunes et aux femmes qui sont les plus nombreux dans les 11 millions de Béninois que nous avons, que la meilleure plateforme, le meilleur espace d'épanouissement pour eux dans l'animation de la vie publique et politique, c'est l'UDBN. Merci quand même d'avoir déjà précisé les perspectives. Voilà, merci beaucoup Arnaud Moriagua. Nous allons continuer dans ce débat. On passe maintenant à un autre sujet très rapidement. On reste sur le terrain politique. Le porte-parole de l'USL qui a été quand même obligé, Julien Kitty et Arnaud Moriagua, d'adresser à ses militants un message d'excuse puisqu'on l'a surpris à une manifestation organisée par un leader de la mouvance. Je vais nommer le ministre de la Culture, le ministre des Sports. Alors, aujourd'hui, la question que je vous pose, est-ce à dire qu'aujourd'hui, quand nous sommes sur un terrain politique entre mouvance et opposition, nous devons rester, nous devons vivre dans toutes nos relations, dans ce challenge-là, opposant et puis mouvancier. Corneille Aïssé, vous avez bien fait de dire, est-ce ça dit aujourd'hui? Oui, si vous posez la question ainsi, je vais me permettre alors de vous dire que ça aurait été plusieurs années plus tôt que cette polémique que nous avons observée suite à la réponse de notre confrère Donkla Mabalo à l'invitation du ministre n'aurait pas posé autant de problèmes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on observe l'environnement politique, le microcosme politique, on constate bien que nous sommes dans un environnement où la tension, elle est perceptible. Parce que si l'on sait que les responsables, ou du moins, comment on va les appeler, présidents d'honneur ou autres de ce parti, l'USL, sont en exil et que l'opposition, quand même aussi, continue encore de rechercher sa place dans cet environnement, et il est clair que ces militants-là qui soutiennent l'USL auquel appartient Donkla Mabalo est cette réaction que nous avons observée. Et donc, pour ces militants, pas question de coopérer avec le pouvoir en place. Et quand on sait que le ministre dont il s'agit, qui est certainement un ami d'enfance à notre confrère Abalo, et donc là Abalo, et qu'il invite pour une manifestation qui n'est pas politique, mais qui est privée, à laquelle il s'est rendu, et que ça pose de problèmes aux militants, on comprend bien que cela est dû à la place qu'occupe aujourd'hui ce ministre-là, cette personne-là, cette personne qui n'est pas n'importe qui dans, je vais dire, au sein du gouvernement. Et donc, lorsque il invite un ami d'enfance dont on connaît la posture aujourd'hui et qu'il répond à cette invitation et qu'on fait des photos qu'on envoie sur les réseaux sociaux, et qui sont ceux qui ont envoyé les photos sur les réseaux sociaux. C'est ce que cette image arrange. En quoi ça gêne de voir l'image des deux personnalités, même s'ils sont de camps opposés, sur un terrain qui n'est pas du tout politique? Est-ce que cela devrait créer autant de confusion et de polémique en réalité? Sous certains cieux, non. Mais aujourd'hui, tenant compte de l'environnement politique et de la situation politique que vivent les uns et les autres, l'on voit quand même que, en fait, ça dérange les militants. Ce sont les militants que ça dérange. Les militants voient que on ne peut pas être dans une telle situation où des militants de leur parti sont en exil et que un membre, un membre, pas n'importe lequel de leur parti, puisse aller s'asseoir à la vue du monde entier avec quelqu'un qui n'appartient pas à leur camp. Est-ce que vous comprenez? C'est une question d'éthique. Et les militants tiennent à cela. Les militants, eux, ne veulent pas savoir si c'était des amis d'enfance ou pas. Mais vous ne m'avez pas laissé aller au bout de mes idées. Rapidement alors.
voir ces deux personnalités ensemble arrange qui? Qui sont ceux qui ont envoyé les photos sur les réseaux sociaux? Avions-nous besoin de savoir qu'il s'est rendu à cette manifestation? On n'en avait pas besoin. Donc, c'est pour pouvoir un peu tromper l'opinion publique. Peut-être que les personnes que ça arrangeait d'envoyer ces photos sur les réseaux sociaux se sont empressées de faire ces photos et de les envoyer. Et donc, vous voyez la posture de notre confrère, qu'il n'a pas hésité à présenter des excuses parce que lui, dans sa tête, c'est clair que le fait de se rendre à cette manifestation n'a rien à voir avec sa vie politique. Il fait le distinguo entre sa vie privée et la vie politique. Voilà. Mais si les militants ne l'acceptent pas, ils se ravisent. Donc, ils se ravisent. Pouvoir quand même rassurer. Donc c'est normal. On ne doit pas être choqué de cette situation. Alors, Julien Kitty, on a vu à des manifestations quand même, et tout récemment, les obsèques de Marcel de Souza, on a vu quand même toute la classe politique réunie, et membres de l'opposition comme de la mouvance. Mais pourquoi dans une cérémonie ou dans une manifestation du genre, que vous le savez, ce qui a été fait, et au cours de laquelle on a retrouvé quand même ces personnalités posent problème? Si dans d'autres schémas... Vous avez bien fait de dire dans d'autres schémas. Et ces schémas-là sont vraiment autres. Ces schémas sont autres non seulement de par leur initiateur, de par leur nature et de par la taille qu'on donne à ces événements. Avant Marcel de Souza, il y a eu un jeune activiste proche de l'opposition, originaire du Koufo, qui était décédé. D'accord? On a retrouvé à ces obsèques des gens de divers camps, notamment les deux, Oswald Omeki et Donkla Mabalo. Quand même pas... On a même pris des photos où ils étaient debout ensemble, tous en verre fumé, tristes. Ça n'a dérangé personne. Parce que lorsque quelqu'un décède et que vous aviez des relations avec eux, et vous allez pour l'honorer, dans le subconscient, dans notre sociologie, ce n'est pas un problème. Mais dans ça, si on vous retrouve trop présent dans la partie festive, parce que même les obsèques chez nous ont une dimension parfois festive. Bien sûr. Si on vous retrouve seulement dans cet aspect-là, il y a des militants qui peut-être, dans leur ressenti, d'accord, ne supporteraient pas ça. Et il faut le leur concéder. C'est l'évolution, les mutations de notre société, il faut en tenir compte. C'est purement sociologique. C'est purement sociologique. Et c'est la place de la sociologie dans la communication. Ce qui s'est posé comme problème là, c'est un problème de communication, d'image projetée. Alors, lorsque vous quittez ça, vous avez parlé du décès des obsèques de Marcel de Souza. Marcel de Souza, au-delà de ce qu'il a, il a appartenu à un bord politique, est une personnalité de ce pays, et on allait l'enterrer. Sa dernière demeure. Marcel de Souza, lorsqu'il est mort, son cadavre n'était plus partisan. Vous comprenez un peu? Ici, il s'agit du baptême de l'enfant du ministre Oswald Omeki. Ça veut dire que c'est un événement voulu et organisé par le ministre Oswald Omeki. Cela veut dire que la liste des invités a été concoctée par le ministre Oswald Omeki. Parce que cela rentre dans son intimité. Ce sont ses amis personnels. Maintenant, est-ce que a priori, oui. Mais est-ce que cette façon de voir les choses, vous avez parlé de fondement sociologique. Je suis dans la clarification. Je ne suis même pas encore dans la prise de position. Non. Pour moi, ce qui me passionne dans cette affaire, ce n'est même pas de prendre position. D'accord? C'était d'expliquer le phénomène, ce qui s'est passé. C'est un événement personnel, donc privé. D'accord? Et ceux que vous invitez, dans l'opinion, les voient comme des gens intimes à vous. Des gens qui sont de votre cercle restreint. C'est des gens qui sont proches de vous. Vous êtes vraiment amis. C'est presque ce que vous pouvez appeler alter ego, des confidents que vous invitez à une telle cérémonie.
Du coup, alors que dans les relations humaines, ça ne devrait pas poser problème, le contexte politique est tel que... Et vous avez lu ce que les gens avaient écrit. Dès que le problème a commencé à se poser, donc là, Mabalo a pris d'abord une ligne de défense en disant « Non, mais attendez, qu'est-ce que vous croyez? Que je ne puisse pas répondre à l'invitation de Oswald Omeki parce qu'il est ministre, alors que c'est pour le baptême de son enfant? Non, franchement, ce n'est pas la guerre. » Mais en quelques jours, il a certainement, moi aussi j'ai été surpris du degré de virulence de ces critiques qu'il subissait. Et ce n'était pas que des badauds qui disaient ça. Ce n'était pas que de simples citoyens lambda. Il y avait des gens qui sont connus, même dans son parti, qui le disaient. Certains qui insinuaient que c'est un acte de trahison vis-à-vis de son leader, Sébastien Adjavon, qui se retrouve en difficulté. Il a été obligé d'adresser ce message d'excuse. Avec cette ampleur-là, il a été amené à présenter des excuses à son leader et aux militants et à réaffirmer son appartenance à l'opposition et à son engagement à critiquer la gouvernance actuelle pour l'améliorer, pour que la troupe, à sa formation politique, ne soit pas démobilisée. Mais au-delà de ça, et je répète que c'est l'avènement de la puissance des réseaux sociaux qui fait ça. Vous voyez, le temps que vous prenez pour expliquer ce qui vous arrive, les gens sont déjà dans d'autres émotions. Chacun se lève derrière son smartphone, il a exprimé son... Et donc, ça peut poser problème. Sinon, moi, je ne trouvais pas... un truc... Mais vu le contexte actuel de la politique sous nos tropiques, il faut se méfier. Honnêtement, si vous voulez que je vous donne votre... Mais est-ce que cette façon de voir les choses... Il y a des gens que vous appelez... Il y a des gens que vous appelez aujourd'hui où vous voulez vous retrouver quelque part, c'est même en espace public. Vous avez vos convictions. Vous savez que les lois permettent que dans une même maison, le père, le fils, la mère, soient de différents bords politiques. Mais ils sont contraints quand même d'être ensemble. Ça veut dire que ce ne sont pas les lois qui posent problème. C'est que notre société est en train d'arriver à un niveau de rivalité que les gens ne se supportent plus. Et ça pose un problème de l'éducation politique à la vie politique. De plus en plus, il faut que les partis politiques travaillent à former leurs militants à la vie militante, excusez-moi la tautologie, pour que les gens, au lieu de dire « je suis dans un camp, l'autre est dans l'autre », on est des ennemis qui puissent être différents par les idéologies. Tout à fait. Et que s'il n'y a pas des transhumants, des éternels transhumants, des gens sans conviction dans les partis, même celui qui vous invite pour être avec lui à une manifestation privée, c'est que ce n'est pas ça qui va vous amener à rejoindre sa formation politique. D'accord? Mais tant qu'on n'est pas encore à ce niveau, et qu'ils ont évoqué que certains sont en prison, peut-être ils ont un problème avec la justice, mais les militants, eux, ressentent ça comme si c'est une injustice qui est faite à leurs camarades, et à partir de ce moment que Donclam ne devrait pas être là. Maintenant, il se fait que Donclam étant spécialiste de la communication, porte-parole de l'USN. Vous voyez, le titre que vous portez fait que ce que d'autres personnes font, et ça ne dit rien à personne, quand vous le faites, ça pose problème. Un autre militant de l'UDBN, c'est celui qui avait, je dis UDBN, excusez-moi, un autre militant de l'USL, simple militant, serait sur les listes, certainement qu'il y en avait eu, mais ça ne dit rien. Voilà. Parce que Donclam prenait la parole régulièrement au nom de ce parti, au nom de son leader, pour critiquer ce régime. Et il se fait, Moïse a bien fait de dire que Oswald Omeki n'est pas n'importe qui dans l'appareil d'État. Il fait partie des proches, des ministres qui passent pour être très proches du chef de l'État. Et donc, les gens dans l'opinion, voyant que Patrice Talon, Sébastien Adjavon, c'est la guerre des titans, et donc, il faut que tous ceux qui sont du côté de... Ça soit carrément... donc, ça pose un problème sociologique, ça pose un problème du niveau réel de la vie, des rapports politiques dans notre pays. Malheureusement, c'est encore comme ça pour le moment. Vous savez, il y a des gens qui peuvent, moi, m'inviter aujourd'hui, je vais me méfier beaucoup d'eux, parce que je ne connais pas leurs intentions. Le ministre a été de bonne foi en invitant. Et quand vous invitez aussi, vous êtes libre de venir comme vous pouvez ne pas venir. Donc là, m'a accepté de venir. Ce qui lui est arrivé, c'est des choses qui arrivent sur le chemin politique. Et ça doit donner de leçons à d'autres acteurs politiques. Ah oui. Voilà. Et je pense que donc là, il a besoin de se remettre rapidement, psychologiquement, parce que c'est un jeune politique. On a besoin que les jeunes politiques soient là. Le ministre aussi
Il n'est certainement pas animé de mauvaises intentions. Il appelle ses amis autour de son nouveau-né. Malheureusement, le nouveau-né qui devrait être la vedette de la cérémonie, les gens lui ont ravi la vedette pour parler de papa et de ses amis. Pour détourner, voilà. Merci Julien Kiti. Rapidement, on va boucler maintenant, mais avant cela, juste un mot à nos Moriagua. On a constaté ce regain de violences xénophobes en Afrique du Sud et puis la réponse au Nigeria avec des commerces sud-africains saccagés, autres sabotés. Qu'en dites-vous Oui, je ne peux que déplorer de telles situations. Il faut dire que ces genres de violences xénophobes en Afrique du Sud, ce n'est pas la première. Et donc, c'est des violences cycliques. On en avait observé en 2008 avec 62 morts, en 2015 avec 7 morts, et cette fois-ci en 2019 avec plusieurs morts, près d'une dizaine de morts. En fait, il faut dire que ces Sud-Africains pensent que ce sont les étrangers qui viennent leur arracher leur place, les emplois dans les industries et autres. Mais il faudrait d'abord dire que les industries les plus qui s'imposent du moins en Afrique du Sud sont détenus par les Blancs de l'Afrique du Sud. Donc, ils ne devraient pas s'en prendre forcément à leurs frères africains des autres pays comme le Nigeria, je crois, c'est Zimbabwe et autres pays. Mais ils doivent vraiment penser à s'attaquer plutôt à leurs frères blancs qui détiennent plus d'emplois et qui ne veulent pas que les Noirs s'insèrent plus dans les entreprises. Et donc, la réaction ne doit pas étonner au Nigeria. Nos frères nigérians qui ont commencé par s'attaquer à des structures détenues par les Sud-Africains également au Nigeria. Je ne voudrais pas faire la pub pour une certaine structure de GSM. Et donc, il faut aussi dire que le Nigeria a réagi en boycottant un peu le Forum économique mondial, sur l'Afrique qui s'est ouvert ce mercredi à Cape Town. Donc voilà des réactions déjà, la diplomatie qui prend un coup. Et donc c'est des situations à déplorer parce que ça fait honte à l'Afrique, ça fait honte aux frères que nous sommes, je ne dirais pas plus. On parle quand même de l'Union africaine, on parle beaucoup d'autres choses sur le libre-échange économique et tout, même si c'est beaucoup plus localisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Dites-nous quand même, quand on connaît l'histoire quand même de l'Afrique du Sud avec les violences, les guerres, l'apartheid et autres, est-ce que cela ne devrait pas aujourd'hui faire en sorte que les Sud-Africains n'aient pas ce genre de comportement? Non. D'abord, il faut s'incliner sur la mémoire de ceux-là qui sont morts cruellement. Pour les images que j'ai vues, c'était intenable. Mais vous savez, les phénomènes sociaux ou sociologiques, il faut les analyser avec beaucoup de froideur et se dire la vérité. Vous avez parlé de zones de libre-échange, vous avez parlé de l'Union africaine, de tout ce que vous voulez comme organisation régionale ou continentale. Mais la vraie union, c'est dans le brassage des peuples. Qu'est-ce qui est fait pour que les peuples se supportent, s'acceptent, vivent dans la coexistence pacifique? Ensuite, qu'est-ce qui est fait en termes de création d'espaces d'épanouissement, d'emploi des jeunes, de formation des citoyens pour qu'ils soient accomplis? Vous pensez que quelqu'un qui est bien formé, quelqu'un à qui on a offert un système d'éducation qui lui permette d'avancer et qui a un travail après, qui est épanoui, qui vit une vie familiale normale, va prendre une hache et rentrer dans la rue et aller découper son prochain? Il n'a même pas besoin de connaître sa nationalité. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Mais tout est dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, vous savez au moins que depuis que l'apartheid a été aboli, eh bien, que ce sont les Noirs qui sont à la tête de l'Afrique du Sud. Comment se fait-il que les Blancs sont toujours si puissants dans le tissu économique, dans l'appareil économique? Quelle est la politique au sommet de l'État sud-africain qui permette, au-delà des émotions, de l'aspect culturel que nous voyons, au-delà de la simple présence
des Noirs à la tête du pays. Parce que vous allez voir toujours, on peut changer les présidents de la République pendant longtemps. C'est comme si c'est carré aujourd'hui, c'est un Noir qui doit être président en Afrique du Sud. Et on est resté à cette étape d'émotion. D'accord? Mais dans le tissu économique, qu'est-ce qu'on a pu faire? Peut-être, est-ce qu'on a donné des quotas pour que des Noirs aussi soient recrutés? Derrière, est-ce que ces Noirs ont été formés pour? C'est parce que pendant longtemps, ces Blancs qui ont organisé l'apartheid ont maintenu les Noirs, la grande masse de Noirs, dans l'ignorance. Et donc, c'est l'élite, c'est quelques-uns qui ont évolué, que vous voyez dans l'appareil politique, à l'Assemblée, tout ça, en croyant que les Noirs ont évolué. Donc, il y a une grande masse qui est laissée pour compte. Les gens ne vont que exprimer de la frustration. Mais une frustration, que vous soyez instruit ou pas, qui passe par la barbarie, je pense qu'il faut dénoncer ça. Et il faut que les deux pays, plutôt, prennent des mesures sécuritaires pour décourager ces genres de pratiques. Parce que au Nigeria, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller aussi. Merci bien vous, Julien Kiti, responsable de la cellule de communication de l'UDBN. Vous avez dit toute la vérité sur l'affaire, bien sûr, de radiation à l'UDBN. Pas de crise au sein de cette formation politique. Vous l'avez donc dit au cours de cette émission. Le forum de la rédaction, c'est donc fini pour le débat. Merci de l'avoir suivi, Julien Kiti. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Arnaud Moriagua de la rédaction de l'Eden TV, Diaspora FM. Merci également à vous, auditeurs de la 102.3 Diaspora FM et téléspectateurs de l'Eden TV. Donc le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.